En ce 37e jour de notre formation sur le DevOps, nous allons parler de GitOps. Voici notre plan détaillé. Déjà, nous allons commencer par comprendre le problème que GitOps vient résoudre, définir GitOps, les quatre piliers, parler du modèle pull versus push, l'architecture conceptuelle, les comparaisons, n'est-ce pas, avec les approches classiques, les avantages, les inconvénients et autres. Donc, pour commencer déjà, c'est quoi GitOps et c'est quoi en fait le problème que GitOps vient résoudre? Donc, GitOps, n'est-ce pas? C'est déjà GitHub qu'on connaît, c'est-à-dire les développeurs qui vont généralement pousser du code sur GitHub à ce moment-ci. Maintenant, GitOps, maintenant, c'est beaucoup plus Git, n'est-ce pas, côté opération. C'est-à-dire, lorsque le continuous integration a fini, maintenant, on va se retourner maintenant vers le CI, c'est-à-dire le continuous deployment et bien le continuous delivery. Donc là, on va maintenant parler de GitOps. Donc, déjà, quel est le problème qui vient résoudre pour qu'on puisse bien comprendre? Donc, dans les opérations classiques, on observe un phénomène récurrent. Il y a une différence ou bien il y a un écart entre ce qui est déclaré et ce qui tourne réellement. Par exemple, tu vas dire ce qui est écrit dans le guide, par exemple, tu as dit 3 réplicas, mais en réalité, tu te rends compte que peut-être c'est plutôt 5 réplicas qui tournent en ligne. Tu avais dit que l'image de la version c'est 1,2, mais actuellement, l'image de la version c'est 1,1,9. Ensuite, tu avais peut-être mis les ressources limites à 512 mégas, mais tu te rends compte qu'en production, il n'y a pas de ressources limites. Encore un autre exemple ici, tu vas te rendre compte que lorsque peut-être tu fais une modification sur le serveur, bien dans le cluster en production, tu vas te rendre compte que tu ne sais pas exactement qui a fait quoi. S'il y a peut-être 5 développeurs qui ont accès au cluster, ils vont faire des modifications, tu ne vas pas savoir qui a fait quoi et quand. Donc, tu vas peut-être savoir qu'on a fait quelque chose, mais ça va créer des conflits. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent s'accumuler avec le temps et fragiliser et rendre même peut-être l'architecture incompréhensible parce que chacun vient, le développeur qui a travaillé sur le cluster il y a 5 ans, il n'a suivi aucune règle. Celui qui travaille 10 ans après, il ne sait même pas ce que celui qui avait travaillé sur ce même cluster-là il y a 5 ans a fait. Mais il vient quand même, il ajoute sa part. Ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup de failles de sécurité lorsqu'on va, n'est-ce pas, travailler dans ce cluster-là. Donc, les problèmes du déploiement manuel, par exemple, comme je vous disais, venir à l'intérieur du cluster, taper les commandes kubectl, apply et autres, là, c'est pas professionnel. Pourquoi? Parce que on peut avoir des erreurs humaines. Il y a l'absence de traçabilité, comme je vous expliquais plus tôt. Il y a un rollback complexe. Imaginez que vous faites un kubectl apply et ça casse plutôt quelque chose. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour revenir en arrière? Là, ça devient très compliqué. Surtout si vous ne savez pas ce que vous avez fait en amont. Maintenant, il y a aussi les environnements, n'est-ce pas, qui divergent. Le staging et la production, ou bien l'environnement de développement, c'est un peu très compliqué, n'est-ce pas, pour gérer tout cela lorsque tu fais les déploiements manuellement, c'est-à-dire tu tapes les commandes de toi-même. Alors, maintenant, c'est quoi les limites avec le CI/CD classique, modèle push? Lorsque tu fais un CI/CD, donc tu es sur Git, tu fais le CI/CD, c'est à l'intérieur de ton CI/CD que tu vas faire le kubectl apply pour que ça puisse en fait modifier ton cluster, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le modèle classique. Maintenant, les problèmes qu'on peut rencontrer avec ça, c'est quoi? Il y a le serveur CI qui doit toujours avoir les droits d'écriture sur le cluster. Et ça, c'est un risque de sécurité. Ça veut dire qu'il faut par exemple donner les accès du cluster soit à un utilisateur ou bien à, au CI, que ce soit GitHub Action, que ce soit Jenkins. Il faut que tu configures ça pour qu'il lui puisse avoir accès. Et ça, c'est un risque de sécurité déjà. Ensuite, ici, si quelqu'un modifie le cluster directement, on ne voit pas qu'il a fait. Si le pipeline, en fait, le pipeline est aussi une boîte noire. Une boîte noire, c'est-à-dire, tu ne sais même pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. Si à la fin de ton pipeline, on te dit que tout est OK, mais qu'en réalité, le pipeline a plutôt craché l'application en ligne, le pipeline va te dire que tout s'est bien passé. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, le pipeline, c'est une boîte noire. Ensuite, on a en cas d'incidence, si on veut faire un rollback, ça va devenir très compliqué, comme je l'ai expliqué plus tôt. Donc, c'est exactement ce genre de problème que GitOps vient résoudre. Alors, la définition d'origine, GitOps a été inventé par ReFox en 2017, n'est-ce pas? Et l'idée est née de l'expérience avec Kubernetes. Donc, les fichiers DRM sont déjà déclaratifs. Alors, pourquoi ne pas faire de Git le centre de tout? Donc, ici, on va avoir un single source of truth. Donc, Git est la seule source de vérité unique. C'est-à-dire, si on a un cluster, si on a une infrastructure, on est sûr à 100% que l'infrastructure qui est actuellement déployée en ligne, c'est exactement l'infrastructure
qui est, n'est-ce pas, écrit sur notre GitHub. Donc, GitHub, c'est un ensemble de pratiques ou le single source of truth pour l'infrastructure déclarative et les applications. Donc, ça veut dire, ici, on essaye de avoir un seul point de vérité, une source unique de vérité pour notre infrastructure. Ça veut dire que même si un développeur ou bien un DevOps se connecte à notre cluster, il fait des modifications, on est toujours sûr que non, Git, c'est la seule source de vérité, n'est-ce pas, pour notre cluster. Donc, en une phrase, on peut dire tout ce qui est dans Git tourne en production, rien d'autre, tout simplement. Donc, il faut bien comprendre, c'est très très simple. Donc, on va passer aux 4 piliers, n'est-ce pas, de GitOps. Le premier pilier ici, c'est l'état déclaratif. Donc, le principe ici est très simple. L'intégrité du système est décrite de manière déclarative, pas impérative. Donc, voici l'approche impérative. On va dire créer 3 portes. Par contre, de la manière déclarative, on va dire je veux 3 portes. Donc là, on déclare. Même chose ici en bas, on va dire voici l'état attendu, c'est-à-dire je veux qu'à la fin ça se comporte ainsi. Et ici, on va aussi dire le système trouve les étapes tout seul, c'est-à-dire il s'arrange à ce que que le résultat attendu à la fin, ça soit ça en fait. Par contre, dans l'approche impérative, c'est toi-même qui dois connaître les étapes, n'est-ce pas, pour à chaque fois écrire. Il faut connaître les étapes d'abord avant, n'est-ce pas, de les écrire. Par contre, l'approche déclarative, tu as juste à dire voici ce que j'attends à la fin et l'approche déclarative va frayer un chemin pour, n'est-ce pas, te donner ce résultat attendu à la fin. Ensuite, ici, on a le pilier 2, c'est-à-dire ça doit être versionné et immuable. Donc, Git comme source de vérité. Si je viens ici, vous allez voir, on va dire chaque changement est égal à un commit. Un commit est immuable, c'est-à-dire on ne peut pas changer. Et est hors-date, ça veut dire ça a une date et c'est signé. Si tu veux me changer l'état du code, il va falloir que tu crées encore un nouveau commit. Donc, c'est ça en fait qu'on veut dire par ici. Donc, il devient l'historique complet de toutes les modifications de l'infrastructure. Ça veut dire que si quelqu'un a modifié quelque chose, qui a modifié, quand, pourquoi, n'est-ce pas? Tout ça est dans l'historique. Le rollback est instantané. Là, tu peux juste faire un git revert. Tu rentres, n'est-ce pas, sur les anciens déploiements qui fonctionnaient très bien. La revue du code. S'il y a un développeur bien stagiaire, DevOps, n'est-ce pas, qui veut travailler sur l'infrastructure, il ne se connecte pas directement sur le cluster. Il peut déjà faire une petite modification et un senior va review son code avant de faire le pull request. Maintenant, ce pull request là, si tout est OK, ça va, n'est-ce pas, faire les changements. Donc là, on a déjà un contrôle aussi, même sur les utilisateurs qui ont accès au cluster. Ça nous confère un certain contrôle, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pas tout le monde qui a accès au cluster n'importe comment. Ensuite, on a le pilier 3 ici, c'est-à-dire tirer automatiquement le pull model. Ici, on a un agent qui va rester dans le cluster, n'est-ce pas? Je vous montre rapidement un diagramme. Si vous regardez, n'est-ce pas, cette image, vous allez voir, voici les développeurs. Les développeurs font, n'est-ce pas, un push sur GitHub, sur le Git repository. Maintenant, on a 2 agents ici, là. On va les appeler les agents. On a Argo CD et on a Flux. Donc, il faut bien comprendre. Mais ces agents-ci là, ils sont là, n'est-ce pas, pour synchroniser notre cluster qui est ici avec l'état qui se trouve sur GitHub. Donc, lorsque les développeurs vont faire les commits, comme vous pouvez voir ici, l'agent Argo CD va vérifier est-ce que l'état qui est sur GitHub est la même chose avec l'état qui est dans mon cluster. Si ce n'est pas la même chose, cet agent-ci là, il va, n'est-ce pas, synchroniser le cluster avec ce qui est sur Git. Donc, ici, le CI, c'est-à-dire le Continuous Integration, n'a pas besoin d'avoir les accès au cluster. Pourquoi? Parce que le Argo CDC, ou bien l'agent, n'est-ce pas, qui se charge de synchroniser, va faire en sorte que il y a pas de différence entre ce qui se trouve sur Git et ce qui se trouve dans le cluster. Et cet agent ci se trouve également dans le cluster. Donc, ça veut dire, depuis le cluster, lui, son travail, ça sera de faire quoi? Ça sera de synchroniser l'état de l'infrastructure avec, n'est-ce pas, GitHub. Donc, il peut faire ça avec GitHub et aussi, il peut aussi faire ça avec, n'est-ce pas, les images. Avec les images. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voici l'architecture de GitHub, tout simplement. Et comme agent pour faire la synchronisation, on a 2 agents. On a Argo CD qu'on va voir dans la vidéo suivante et on a aussi Flux. Mais Argo CD est beaucoup plus utilisé et c'est aussi ça que moi je vais utiliser dans ma vidéo
dans ma vidéo précédente au 38e jour. Donc, si vous avez aimé jusqu'à ce niveau-ci, je vous recommande liker, laisser un commentaire et partager avec des personnes, n'est-ce pas, qui sont intéressées par GitOps et notamment le DevOps. Alors, on va continuer. Donc, c'était, n'est-ce pas, le pilier 3 tiré automatiquement et le pilier 4, n'est-ce pas, la convergence continue. Il s'agit là de l'agent GitOps ne fait pas qu'appliquer une fois, il tourne en continu. Donc, comme je vous ai montré sur l'image ici, là, on est en sync, donc on sync de manière permanente, n'est-ce pas? On continue de sync. Dès qu'on découvre qu'il y a un changement entre le GitHub et le cluster, on met le cluster à jour en faisant un pull sur le GitHub. OK? Donc, c'était ça le pilier 4. Maintenant, il y a le push, il y a le pull versus push model. Et lorsque tu fais un push, n'est-ce pas? Ici, on se base juste sur sur tout le CI/CD. Ce qui se passe, c'est quoi? Tu fais un commit du code, le CI fait le build et le test, le CI encore fait le kubectl apply, et à la fin, le pipeline se termine. Mais juste que ici, ça a quelques problèmes. Le problème est quoi? Ici, le problème, c'est que si le cluster est modifié après, personne ne sait. N'est-ce pas? Personne ne sait si il y a eu un problème ou pas. Et si c'est le CI a des droits précieux, n'est-ce pas? C'est très dangereux. Ça, c'est une faille de sécurité. Et le rollback ici est très lent. Même si tu peux faire le rollback, ça va te prendre beaucoup de temps. Par contre, ici, si tu veux faire un rollback, tu vas utiliser le guide revert tout simplement. Pourquoi? Parce que dans ton modèle pool, tu vas juste faire le commit. Le CI va juste faire du lint et quelques tests, mais il ne déploie pas. Alors, l'agent GitOps va détecter le changement, il va faire un pull dessus, il va appliquer, n'est-ce pas, les changements sur le cluster et à la fin, il va continuer à surveiller, n'est-ce pas, en boucle infinie s'il y a des changements à faire sur ton cluster. Donc, c'est en fait ça la différence entre le push et le pull model. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez rentrer derrière et re-suivre encore. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on va faire en pratique, vous allez mieux comprendre. D'accord? Ok. Maintenant, on a l'architecture conceptuelle, il y a le dépôt Git. Moi, je pense que vous avez montré tout ça avec cette image. C'est le dépôt Git, il y a l'agent et il y a le cluster. Ça fait trois. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Il y a le dépôt Git, il y a l'agent GitOps et il y a le cluster cible ou bien l'infrastructure sur laquelle, n'est-ce pas, on veut faire les mises à jour de l'infra. Maintenant, il y a le flux d'informations. Je pense que je fais que me répéter ici, là. L'ingénieur fait le pull request. Il y a revue du code. On met sur le main. Ça fait un CI léger, n'est-ce pas? Un CI léger, peut-être juste pour faire le linting et juste tester l'application de manière très légère. Ensuite, ici, il y a un webhook, n'est-ce pas? Qui va déclencher un git pull afin que l'agent GitOps puisse, n'est-ce pas, faire un pull des différents changements. Et ça, c'est un temps que tu peux aussi définir. Tu peux définir que ça va faire le pull chaque 5 minutes. C'est le temps, c'est à toi de voir tout ça. Et lui, alors, il va faire tous les changements qu'il y a à faire, comme l'équipe c'était à l'apply, ou bien le Terraform apply qu'il faut faire sur ton infrastructure. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc ici, on a la comparaison détaillée avec les approches classiques. Vous pouvez regarder ça de manière plus détaillée. Moi, j'ai dit tout ça, j'ai déjà expliqué tout ceci déjà dès le début. Vous voyez encore ici, là, il y a encore les guides revert. Ici, il y a par exemple, on va dire qui a les droits d'écriture. Ici, on va vous dire c'est le CI ou bien un être humain. Par contre, c'est seulement l'agent. Et l'agent ici est à l'intérieur du cluster. Ce qui fait que pour mettre l'infrastructure à jour, personne n'a besoin d'aller dans le cluster modifier quoi que ce soit. N'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment très sécurisé. Et GitOps versus infrastructure as code classique, n'est-ce pas? Une humeur lance Terraform apply depuis son poste, risque que ça marche sur ma machine. Mais ça marche sur ta machine, mais tu n'es pas sûr que ça va marcher en production. Et ici, tu n'as pas de synchronisation continue. Par contre, avec le GitOps, personne n'exécute une commande manuelle, tout se passe. C'est l'agent qui fait tout, n'est-ce pas? C'est l'agent qui fait tout. Comme j'ai dit, il y a deux agents. Il y a l'agent Argo CD ou bien il y a l'agent Flux. Donc, tu vas choisir ce que tu vas utiliser. Il y a aussi l'agent qui s'exécute depuis ton cluster lui-même. Donc, ça, c'est une mesure de sécurité. Donc, moi, je pense que je suis arrivé au terme de cette vidéo. Parce que
tout ça se répète, les avantages et les inconvénients. Vous pourrez lire ça vous-même. Ça, c'est très explicite, c'est très explicite. Là, par exemple, on va lire quelques-uns. Sécurité renforcée. Ici, INAP, n'est-ce pas, il n'a pas besoin de secrets. L'audit parfait. On sait qui a fait quoi. Le rollback avec un guide revert. L'auto-réparation. Une modification manuelle du cost est immédiatement annulée. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Et ici, on a la revue du code. Le pull request s'applique aussi dans l'infrastructure. Ainsi de suite. Et les inconvénients, vous pourrez les lire. Dans les cas d'usage idéaux, GitOps est utilisé lorsqu'on travaille avec Kubernetes en production, lorsqu'on a une équipe de plus de 5 personnes, un projet soumis à un audit, c'est-à-dire les fintech, la santé, le gouvernement et autres. Ici, on a aussi les systèmes nécessitant une haute disponibilité, ainsi que les systèmes à multiples environnements comme le staging, le prod et peut-être le preview. Bon, ça dépend de votre entreprise. Et le GitOps est probablement excessif pour les petits projets, des workloads non déclaratifs, n'est-ce pas, où on n'utilise pas du YAML, par exemple, et des environnements sans Git. Donc, si ton application n'utilise pas déjà Git, c'est un gros problème. Et voici quelques ressources que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour approfondir vos connaissances en GitOps. Donc, ça, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas? On va mettre GitOps en pratique. Et encore, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris, n'est-ce pas, laissez un like et laissez un commentaire, posez une question. Et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez aussi partager à un proche, un ami qui, n'est-ce pas, souhaite se lancer en DevOps. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.